Les premières lumières du jour sur Saint-Étienne-en-Develuy, avec les falaises qui s'illuminent derrière moi sur le pic de Bure, c'est absolument magnifique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être ici pour suivre cette nouvelle échappée vélo vert. Je suis heureux de vous accueillir cette fois-ci dans les Hautes-Alpes. Nous sommes précisément à l'ouest du département et je vais vous faire découvrir, à VTT bien sûr, deux territoires qui sont vraiment magnifiques, le Dévoluy et le Bouèche. Panorama splendide, falaises, nature sauvage et changeante et première influence provençale, on lance un sommaire et on se retrouve sur le vélo. Dans les décors spectaculaires du Dévoluy, nous allons slalomer sur les plus beaux sentiers du territoire. Sur notre chemin, nous nous arrêterons dans une petite brasserie artisanale ainsi que dans une ferme qui produit d'excellents fromages. Nous traverserons ensuite les paysages déjà très différents du Bouèche. Ils abritent une profusion d'itinéraires VTT. On y découvrira un site touristique insolite et reculé, un intrigant château et même quelques trésors cachés. Alors pour l'heure, je vais rejoindre Clément, il m'attend et c'est avec lui que je vais débuter cette échappée. Bon Clément, merci, c'est toi qui vas me guider toute la journée dans le Dévoluy. Thibaut, bienvenue, c'est un plaisir de t'accueillir ici sur le massif du Dévoluy. Tu travailles à l'office de tourisme, hein, toi, du Dévoluy. C'est ça, je suis responsable événementiel sur l'office de tourisme. Et aussi et surtout pour ce qui nous occupe le plus aujourd'hui, un VTTiste passionné. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Je suis passionné depuis tout petit, hein. Je me suis lancé dans le DH quand j'étais plus jeune et puis maintenant je suis à fond dans le all mountain et dans l'enduro plus particulièrement. Et puis voilà, je me prépare physiquement un peu pour les courses qu'il peut y avoir dans les Hautes-Alpes. Ouais, puis le VTT, c'est aussi ton autre métier hein, d'ailleurs. C'est ça, j'ai un peu la double casquette. J'ai le guide moniteur VTT où j'encadre. MCF. Voilà, c'est ça. J'encadre les clubs, le club du Dévoluy des jeunes le samedi et puis la clientèle qui peut venir sur le massif sur mon temps libre sur la saison juillet-août. Tu m'emmènes vers le pic de Bure, là. On a le pic de Bure face à nous. Qu'est-ce qu'on va faire là? On a le pic de Bure et puis juste derrière, on a la forêt du Boiron. Et puis on va aller vers le col de Raboux. Ouais. Prendre un petit peu de hauteur pour avoir un bel angle de vue sur ce massif du Dévoluy. On va se régaler parce que là c'est magnifique. Le décor est splendide partout autour de nous. Ouais, je pense que ça va être génial. Passé. Hey, bitch, I'm teed up, sitting pretty, looking sexy on a yacht. I kick my feet up, ho, call me TLC, cause I don't fuck around with no scrubs. My bitch is shaking ass and throwing money in the strip club. Dare that bitch to say my name again. Thinking that she cute, she ain't even close to a 10. Bitch, go bust a move, don't make me say that shit again. She in a trailer, I'm outside parked in a Benz.
C'est en progressant en direction du Courtil que Clément me parle de François. L'homme a installé sa brasserie artisanale ici même il y a quelques années. Alors une petite pause fraîcheur au programme, franchement, est-ce que j'aurais pu refuser une telle proposition? Salut! Salut François. Salut François! Ça va? Ça va bien et toi? Ça se passe bien? Comment tu vas? Bah écoute. Super, impec. Oh, c'est ici que tu travailles, c'est ici que tu brasses alors. Voilà, bienvenue à la brasserie. Ouais, bah merci pour l'accueil. T'es plutôt bien installé, je vois qu'il y a énormément de matériel. Oui, on est bien installé, mais bon, c'est une petite brasserie. Tout est installé, toute la production est faite sur 35 mètres carrés. On a dans cette zone-là les cuves de brassage. Une fois que le jus sucré est fait, on le transfère dans les fermenteurs. La bière se fait dans les fermenteurs avec la levure. Une fois que la bière est fermentée dans les 3 fermenteurs que vous avez là, on la transfère dans la machine de conditionnement. Et la machine de conditionnement, c'est ni plus ni moins l'étape de remplissage des bouteilles et de capsulage des bouteilles. C'est une cuve, une bière, hein, forcément, on est d'accord? Ouais. Elle reste combien de temps dans les cuves? Alors voilà, 3 semaines à peu près. Alors je vois que tu as pas mal de bières hein, au catalogue. Oui, alors pour une petite brasserie, on a 10 bières en tout. Bon, brasserie interstellaire, il faut l'expliquer. Ouais. Ça fait référence aux antennes radar qu'il y a au sommet du pic de Bure. c'est Oui, ça tout à fait. Les antennes. Et un petit clin d'œil à mes années de fac de physique aussi. Ah d'accord. Voilà. Moi, j'aime bien l'astrophysique, ça me plaisait bien. Donc finalement, tu aurais pu bosser là-haut, mais tu bosses ici. Oui, alors j'avais 4 de moyenne pendant... Ah, t'aurais pas pu, donc. Donc on a arrêté les études de fac de physique. Et voilà. Et puis j'ai été rattrapé par la brasserie. Maintenant, il y a 4-5 ans, date de la création de la brasserie. C'est combien de, je sais pas, ça se mesure quoi, en milliers de litres par an que tu Oui, produis? alors en général, comme c'est comme un peu le monde domaine viticole, on mesure en hectolitres. En hectolitres. En ouais, hectolitres, ouais, alors ok, on va ok. traduire en litres. Là, moi, je suis sur une production annuelle de 15 000 litres. 15 000 litres. 150 hectos. Tu es vendu où et comment? Où est-ce qu'on trouve tes bières du coup? Alors, les bières, on les a déjà au niveau de la brasserie, au niveau de l'étagère qui est derrière toi. Et sinon, on est distribué sur les 2 stations, donc bar, hôtel, restaurant, les magasins de produits locaux. Ouais. Et un petit peu les caves à bière, des choses comme ça. Donc tous les magasins en station. On sort un petit peu du dévolu, mais relativement peu. Il y a 10% qui sort du dévolu. D'accord. On produit très très local et on fait local au niveau de la distribution. Ouais, justement, tu parles de produits locaux. Est-ce que je peux te demander d'où viennent tes matières premières, tes ingrédients? Alors, dans un premier temps, la brasserie a utilisé des ingrédients qui venaient... Alors, il faut se rappeler que la montagne n'est pas une terre brassicole. Ouais. D'accord? Donc, a priori, le local, c'est difficilement faisable. Sauf que maintenant, il y a eu des méthodes. Il y a des formations au niveau des agriculteurs pour faire de l'orge locale. Donc, tout doucement, la brasserie devient locale à 100%. Ouais. Mais c'est pas évident parce qu'il reste encore... On a beaucoup de retard par rapport à le nord de la France, l'Alsace ou des pays qui ont l'habitude de cultiver du houblon et de l'orge. Ouais. Donc, actuellement, je suis à 30% pur local et 70% où l'orge est française, mais elle n'est pas prise en région PACA, elle n'est pas prise en région Rhône-Alpes. Ouais, d'accord. C'est à chaque fois du houblon et de l'orge différents pour chaque type de bière ou tu peux t'arranger autrement? Alors, exactement. Alors, l'avantage, c'est qu'on a des multitudes de maltes d'orge différents. On en a des multitudes, on en a 30 à peu près, donc c'est déjà énorme au niveau du palais. Bon, il y a toujours la même malte d'orge de base qu'on utilise, qu'on appelle le Pilsen, le Pils. Et après, on complète avec des orges spécifiques. C'est ça qui va faire un petit peu les variétés de bières. Pour l'IPA notamment. Exactement, pour l'IPA en l'occurrence. Et on rajoute le houblon. Et alors là, le houblon, on en a encore plus. Là, c'est carrément, on est en centaines de variétés de houblon. On a le choix. Et c'est ça qui fait le piment, le sel des recettes. C'est qu'on varie les houblons et on varie les maltes. Donc là, dans le protocole de fabrication, tu es en train de préparer le brassage. C'est ça que tu peux nous montrer alors maintenant? On a concassé le malt d'orge. Voilà. Ça donne, c'est mi-farine, mi-écorce, mi-grain d'amidon. Voilà, on verse tout simplement. Elle fait combien de litres cette cuve? 500 litres. Au préalable, nous, on a fait chauffer 400 litres d'eau et on va verser à peu près 100 kg de malt d'orge. D'accord. Concassé. Alors, on mélange pendant 5 minutes Ouais. et après, on laisse chauffer. On laisse chauffer pendant à peu près 2 heures. Ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, l'eau va pénétrer dans les grains d'amidon, Ouais. dans les grains d'amidon, et va transformer l'amidon en molécules de sucre, de glucose ou de saccharose.
Et du coup, on est fabricant d'eau sucrée. Donc une fois que le brassage est terminé, ça part directement dans les cuves de fermentation? Non, alors il y a une étape intermédiaire qui est la cuve d'ébullition. D'ébullition, d'accord. D'ébullition, Ok. d'accord. Le but de la cuve d'ébullition, c'est qu'on va dissiper des gaz qui seraient résiduels dans la bière et qui donneraient un mauvais goût Ah ouais. à la bière. Et en même temps, c'est l'étape où on va mettre les houblons. D'accord. On va mettre le houblon et c'est le houblon qui va donner l'amertume et qui va rajouter de l'arôme à la bière. Ça sert à quoi là, tous ces tuyaux? Là, c'est pour goûter de temps en temps, ça? Alors ça, c'est... Je suis pas en train de te demander de goûter, hein, mais- Non, j'ai bien compris. Tout simplement, là, c'est plutôt des tuyaux de prélèvement. Donc D'accord. on a des petites éprouvettes. Parce que tu l'analyses régulièrement, Ouais, c'est ça? on l'analyse. On Ok. l'analyse surtout en densité. Ce qui va se passer, c'est quand on remplit la cuve, le fermenteur la première fois, la bière a une certaine densité. D'accord? Et au fur et à mesure, une densité, on est plutôt dans le lourd, on est plus lourd que l'eau. Ouais. D'accord? Et au fur et à mesure que la fermentation se fait, la bière, qui était sucrée, se transforme en alcool. Mais du coup, tout doucement, ça, entre guillemets, allège la bière. Tout doucement, elle se fait. Et on va avoir une densité plus faible. D'accord. Et on mesure une densité le premier jour de fermentation et une densité le dernier jour. Ok. On fait la différence de ces deux densités et ça donne le degré d'alcool. Bon, qu'est-ce que tu nous proposes du coup? Alors, je vous propose une bière lager, la Trek, avec un petit randonneur dessus. On va rester très dévoluard quand même. Avec un skieur, c'est la blanche. Ah, avec un vélo quand même, s'il te plaît. Et, Oui, et tout à fait. surtout, oui, On reste dans le thème de la journée. on est dans le terme de la journée, hein, tout à fait. L'étape 17, qui a été une bière spécialement créée pour l'étape 17 du Tour de France, qui a eu lieu l'année dernière. Ah oui, exactement. Voilà, c'est le une bière. 17 juillet d'ailleurs, il me semble. Exact, oui, tout est aligné sur 17, oui, et même la bière. Elle est à 17 degrés? Non, Tu me rassures. vraiment. Bon, on va se régaler alors. Oui, je vous propose d'aller sur la terrasse, au soleil. Eh ben, volontiers. Allez, volontiers, c'est gentil. Bon, fais-nous goûter alors, François. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de goûter la bière justement qui a été faite pour le Tour de France, l'étape 17. Donc c'est une bière qui est relativement fruitée. Les houblons donnent cette caractéristique, bah, vous allez la goûter, plutôt orange, on est plutôt sur orange pêche abricot. Bon, santé, merci encore pour la petite visite. Bah non, avec À la plaisir. Merci François. Faire, Et bon, à la tienne. Thibaut. Ah, elle est très bonne. un petit côté d'acidulé Elle est, ouais, il y a une petite acidité Ouais. là qui qui ressort. qui va bien après une bonne journée de... C'est pas dire, bah, ça fait très bière d'été. Enfin, c'est Tout à fait. très sympa là. C'est certainement une bière que je propose essentiellement en été d'ailleurs. Elle est bonne. Bravo. Bon, Clément, on va y retourner, hein. Bah, c'est le moment. Il y a les pentes de dévolu qui vous attendent? On va les rouler de l'autre côté cette fois, D'accord. sur les crêtes là derrière. Ah, ça va être sympa. Ouais. Vous avez besoin de recharge, non? C'est bon? Ouais, ben on va rester sage quand même. Histoire de garder un peu de force pour rouler. Mais il n'est pas exclu qu'on revienne. D'accord, mais avec plaisir, vous êtes bienvenus. Bon, François, merci pour l'accueil. Ouais, non, c'était un plaisir, Je te vraiment. dis au plaisir. Ah oui, Bravo j'espère pour vous tout ce que voir. tu fais. Non, oui, François, non. encore merci. De rien. Bravo. Non, non. Et puis bonne continuation. Eh ben surtout. merci. Merci. On termine ça, puis on y va. Ouais, Clément. Toujours. Réhydratés, modérément bien sûr, nous repartons à vélo avec Clément. Nous grimpons sur la crête des Baumes, entre les stations de Super Dévoluy et de la Joue du Loup. Un spot tellement scénique avec une vue grandiose sur l'ensemble du Dévoluy. Attention ici, c'est frisson garanti.
Retour dans la vallée. Notre journée à vélo s'achève du côté des Coutières. C'est à l'heure de l'apéro que nous arrivons chez Jade. Exploitation familiale, la ferme des Coutières produit d'excellents fromages et je compte bien vérifier ça. Jade, merci de nous accueillir. Je te présente Thibaut, avec qui on a fait Enchanté, une Jade. petite visite du massif à vélo aujourd'hui. Et voilà, je voulais te le présenter du coup. Ouais, bah merci, on a fait un bon tour, puis en fait en passant là il m'a proposé de venir voir la ferme, puis de déguster des fromages. Ouais, avec plaisir. Je vois qu'il y aura du choix. Tout à fait. Vous êtes installé là depuis combien de temps alors? Ça fait 10 ans. Ça fait cette 10 ans que vous êtes à la ferme. Alors, vous produisez quoi donc? Fromage? Fromage, yaourt et sur l'exploitation aussi on a à côté une production d'agneaux labellisée. Ah ouais, à d'accord. 6 €. Ok. Voilà. Par contre, fromage, c'est important de le préciser, c'est de vache, on est d'accord? Tout à fait, c'est de vache. Ok, et qu'est-ce qu'il y a comme fromage? Alors nous avons la meule à raclette que je fais toute l'année. Ouais. Donc voilà, que je n'ai pas ouvert pour celle-ci. Les tomes au lait cru de vache classiques de montagne, les D'accord. petites tomates à l'ail des ours, Ouais. le bleu et les yaourts. Et le fameux yaourt. C'est ça, avec Ok. 3 parfums différents. D'accord. Vous avez combien de vaches là, sur l'exploitation? On a 18 vaches laitières, D'accord. petite exploitation familiale. Donc vous faites ça en famille alors? Tout à fait, avec Franck, mon conjoint, et mon beau-frère. Ok, d'accord. Il est très bon celui-là, Jade. Ah, c'est excellent. Avec une plante de montagne. Dis-moi, c'est du boulot de faire tout ça. Alors on entend souvent dire, je pense que c'est pas qu'une caricature d'ailleurs, que le métier est extrêmement compliqué. Bah déjà, il faut être présent 7 jours sur 7. S'occuper des vaches, j'imagine que c'est un temps plein, totalement plein. Et oui, c'est l'inconvénient des vaches laitières, il faut être passionné. Parce que c'est matin et soir, toute l'année, 365 jours par an. Et c'est des heures très précises aussi? Oui, le matin vers 6h30 et le soir vers 6h30. Ouais, donc effectivement, oui, ça confirme que le métier est compliqué. Parce qu'en fait, t'as quasiment pas de temps libre en fait avec ce... Eh ben, on a tout le temps des astreintes sur la ferme. Ouais, ça veut dire pas de vacances? Mais Pas tu de- pars pas en vacances? Pas de vacances, on arrive rarement à prendre un week-end. Après, notre force, c'est qu'on est quand même un GEC, donc on est 3 associés. Ah ouais, et ok. on arrive quand même à faire un roulement, voilà, chacun à notre tour pour traire. Voilà, il y a un peu... Voilà, donc il y en a un qui reste à la maison avec les petits et l'autre qui va traire. On se fait un échange comme ça. Et du coup, pour avoir une idée de la production, alors je sais pas comment ça peut se mesurer en... Alors je sais pas si c'est en litres de lait, en kilos de fromage. Est-ce que tu peux me dire ce que vous produisez en fait sur une année? On produit avec nos vaches environ 60 000 litres de lait par 60 000 litres de lait, ouais, ok. qu'on transforme exclusivement à la ferme. Donc c'est tout moi qui fabrique, voilà, en tomes, en fromage. Donc 100% du lait de vos vaches, on le trouve ici sur la table. Enfin, vous ne vendez pas le lait à quelqu'un Non, d'autre? on en vend un petit peu aux particuliers qui viennent chercher le lait avec leur bouteille, comme à l'ancienne. Ah Il y en a ouais, qui très ont bien, cœur de ok. faire ça. Sinon, je transforme tout en fromage et en yaourt. D'accord. C'est important de le dire, hein, du coup vous avez aussi une boutique qui est juste à côté de la ferme. Vous pouvez accueillir le public. Oui, on a des horaires d'ouverture et le reste du temps, j'accueille sur rendez-vous. Les gens, il suffit qu'ils m'appellent et je peux les accueillir et vendre le fromage. Ok. Tu m'as parlé de la traite du soir, Oui. qui est sensiblement à cette heure-ci. C'est Du ça. coup, ça veut dire qu'elle n'est pas encore faite. Et bien voilà, on va aller Et la du faire coup, on va pouvoir ensemble. y assister alors. Tout à fait. Eh ben, génial. Allons-y. Eh ben, on y va, super. Du coup, Jade, une vache là, elle peut donner combien de litres de lait? Nous, on est en moyenne à 14 litres par jour. Et c'est globalement la même chose le matin et le soir? C'est deux fois 7 ça. litres, oui, globalement, c'est à peu près pareil, c'est ça. Et j'imagine qu'en fonction des saisons, elles ont des productions différentes. C'est ça. Là, on vient de les mettre à l'air, donc la lactation, elle monte. Et l'hiver, ça baisse un petit peu. L'hiver, ça baisse un peu. Tout à fait. Mais le lait change de goût aussi, évidemment, l'hiver et l'été. Donc ça te fait des fromages qui ont des saisonnalités en fait, c'est ça? Des goûts différents. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et là, une vache passe combien de temps ici là avec À peu près 5 minutes. Ah, c'est celui qui vient de sortir alors. Tout à fait. Si tu veux goûter. Le bon lait cru de vache. Il vient de sortir là à l'instant? De la vache, c'est Mais ça. j'imaginais plus chaud en fait. À 37 degrés, il est. Là, il fait 37, 38, oui. Ah ouais, ok. Température de la J'aurais vache. dit moins, tu vois. Eh, Bah, c'est vrai que c'est bon en fait. c'est bon, et ça fait la mousse.
Ça, c'est des meules à raclette que j'ai fabriquées avant-hier. Il y avait 460 litres pour faire ces meules-là. Donc, c'est des meules d'à peu près 10 kg quand elles seront affinées. D'accord. Alors celles-là, par exemple, elles sont là depuis combien de temps? Bon, c'est variable. C'est ça. On voit sur les étiquettes, il y a les dates. Donc on voit celles-ci, elles sont du 29 avril, celles-là du 9 mai. Ouais. Ça me permet de savoir de quand elles sont et de savoir quand est-ce que je peux commencer à les vendre. Donc, voilà. Ici, à part les retourner de temps en temps, tu ne fais plus rien? Donc tous les 2 jours, je les retourne. D'accord. L'entièreté de la cave. Donc ça ramène quand même 2 heures de travail tous les 2 jours. Ouais, parce que t'en as, dis donc. Il y en a pas mal, ouais. Bon, merci pour la visite, Jade. Je vous en prie, avec plaisir. Jade, merci beaucoup pour ton accueil. De rien. Une fois, et cette bonne dégustation de fromage. Avec grand plaisir. Bonne continuation, et bravo pour tous vos produits. À bientôt. Au revoir. Salut. Bon Clément, c'était sympa aujourd'hui. Super journée, je te remercie pour ça. Bah écoute Thibaut, merci à toi, j'espère que tu as apprécié le massif du Dévoluy. Ouais, c'est top. Et malgré tout, je pense qu'on a fait quasiment rien par rapport aux possibilités que le territoire offre. On parle de combien de kilomètres de sentiers balisés là pour le VTT? On a 300 km de sentiers balisés VTT, labellisés FFC, donc ça fait 16 parcours à peu près. Ils sont tous labellisés FFC, ouais, ok, donc on a vu les panneaux régulièrement là toute la journée. Tu as vu les panneaux avec les petites balises, donc tu as différentes couleurs, différents degrés de difficulté pour venir s'initier et découvrir la beauté du massif du Dévoluy. Alors on l'a vu, par endroits c'est assez technique, c'est même engagé, on est passé dans des pavasses. Mais c'est important, tu l'as signalé, c'est aussi, il y a des parcours accessibles aux familles, hein, par exemple, aux débutants. Tout à fait, tu as les boucles qui sont dédiées aux familles, les boucles des stations, tu as les boucles qui permettent aussi d'aller visiter les producteurs qu'on a pu voir. C'est important, faites-le, hein, franchement c'est important. Et il y a des boucles un peu plus, on va dire, engagées. Tu m'as parlé du nombre de kilomètres, ça fait combien de circuits alors? Ça fait 16 circuits. 16 circuits. Ok. En tout cas, c'était génial. Or, c'est pas fini. Hein. Clément, on se dit salut. Je te remercie encore. Mais vous restez bien ici. Et puis, on se retrouve dès demain matin, un peu plus de l'autre côté. Et puis, on va continuer à rouler sur d'autres parcours, évidemment. Et j'aurai un autre guide. Je vous en dis pas plus, c'est une surprise. Seconde journée dans le Dévoluy, en commençant sous les falaises, nous sommes du côté de Boudel. Alors comble du luxe, mon guide du jour, jeune retraité mais encore très actif, a été l'un des plus grands crosseurs français. Il est venu de Gap ce matin pour me faire découvrir des sentiers sur lesquels il roule depuis toujours. Bon les amis, je vous avais promis une surprise aujourd'hui. Je vous présente Stéphane Tempier, ce sera mon guide toute la journée, un guide de luxe évidemment. Alors tu es un peu un local puisque tu es gapençais. Gap, c'est à quoi? C'est à quelques dizaines de kilomètres un peu plus à l'est d'ici, c'est bien ça? Exactement, ouais. J'habite sur Gap, même côté Dévoluy, donc sur Pelotier. Ouais. Et je connais bien le Dévoluy, notamment le ski l'hiver, mais aussi la pratique du vélo, hein, route et VTT l'été. Ouais. Ouais, là, tous les chemins qu'on va faire aujourd'hui, tu les connais par cœur puisque tu viens t'entraîner régulièrement ici. Oui, alors moins qu'avant évidemment, parce que depuis l'arrêt de carrière, je roule un peu moins, mais voilà, je viens chercher toujours les beaux itinéraires pour se faire plaisir en VTT, là, car la passion est prédominante. Ouais, bien sûr. Bon, je le rappelle quand même, avant d'aller rouler, tu es une figure majeure du VTT français puis même international, puisque ta carrière est extrêmement riche. Tu l'as arrêté il n'y a pas longtemps, mais tu l'as commencé il y a longtemps. Tu as notamment été en 2004 vice-champion du monde au championnat du monde des jets, c'était en France, en junior. Tu as ensuite fait pas mal de podiums de Coupe du Monde, évidemment. Tu as une médaille de bronze également au championnat du monde élite, c'était en 2017, c'est ça? Oui, exactement. Donc, grosse carrière. Une longue carrière, ouais. Après, s'attaquer, oui, exactement en 2004, il y a plus de 20 ans, et puis pour clôturer en 2022 la fin de la carrière, donc assez fier de ma carrière de VTTiste. Tu restes extrêmement impliqué, évidemment, puisque tu as un rôle majeur maintenant dans le team Decathlon Ford. Tu es responsable de la performance, c'est ça? Oui, exactement, ouais. Donc pas mal, notamment coach technique sur les parcours, et puis assistant team manager, c'est-à-dire faire tourner, on va dire, la boutique de l'équipe avec le patron de l'équipe, Samuel Rossès. Ouais, parfait. Bon, merci d'être dispo aujourd'hui. On va commencer à aller rouler, puis on s'arrêtera de temps en temps pour discuter un petit peu ensemble. Ouais, merci. Allez, montre-moi ce que tu as comme parcours ici. Parti, go.
Ouh. Très bien, Steph. C'était beau, hein? C'était génial. Ouais. On vient de tout là-bas au fond, hein, c'est bien ça. La bergerie qu'on peut voir, ouais. Ouais. Là, on voit les mares où on est passé tout à l'heure, si je me rappelle bien. C'est ça. Bon, c'était top. On va respirer un petit peu. On va parler de ta fonction dans le team. Est-ce que tu peux m'expliquer précisément ce que tu fais au responsable performance? Alors, oui. La fonction exacte, on va dire, c'est assistant team manager. Ouais. Mais c'est assez large et le but, c'est voilà, ça se réduit, ou disons pour être plus précis, c'est directeur sportif. Directeur sportif. Là, je suis en lien avec les athlètes, mais aussi tout ce qui est performance sur le côté aussi matériel, où j'aide au développement avec les partenaires. Ah ok, ouais. Il y a ce côté-là aussi, donc en relation avec les mécaniciens de l'équipe. Et voilà, être après sur le terrain pendant les manches les compétitions, ouais, les manches de les Coupes du Monde. Voilà, où là c'est plus du coaching technique vraiment sur le circuit, ouais. Pour analyser les lignes et trouver le meilleur feeling sur le terrain. Ce qui veut dire que tu fais les recos avec eux. Voilà, reconnaissance avec les athlètes, mais aussi après échange avec les athlètes pour voilà, être vraiment pointu sur le matériel, le bon choix de pneus, quel modèle de pneus, quelle carcasse, après les réglages des suspensions qui est très importante maintenant en Coupe du Monde, et puis après le côté aussi évidemment tactique, stratégique de la compétition elle-même, que ce soit le short track et le cross-country olympique, on va dire, avec les deux courses. Et à côté de ça, parallèlement, disons que pour avoir, voilà, vu que c'est une activité à plein temps sur l'année, à la maison, c'est le côté un peu plus administratif, logistique, où voilà, j'aide à réservation d'hôtels, inscription, trouver le logement pour les Coupes du Monde, en lien avec les organisateurs locaux après pour les paddocks. Voilà. Bon, tu m'as parlé de ton job, j'ai bien remarqué que ça t'occupait quand même toujours à plein temps. Malgré tout, tu n'as pas arrêté de rouler, tu cours plus qu'avant. Tu fais des trucs de fou quand même. Explique-moi un peu ce qui t'occupe hors team. Ouais, hors team, parce qu'il y a toujours la passion de toute façon du VTT déjà, du vélo, même du sport en général. Moi j'ai toujours aimé tous les différents sports, sport d'endurance surtout, mais en fait dans le cadre où on vit, comme on peut voir ici, rien que par exemple le dévolu, moi je viens 80% du temps l'hiver, je viens skier ici dans le massif du dévolu. Ouais. En gros parce qu'il y a plus près de un quart d'heure en voiture, j'y suis, donc plus vite on y est et plus longtemps on skie, c'est ça. Mais le ski de fond, c'est pareil, même le ski alpin, mais après la course à pied, le trail. La course à pied, j'aime en fait toucher à tout. C'est le nouveau sport en fait, que je pratique depuis que j'ai arrêté ma carrière, parce que je me lance toujours des objectifs en fait. J'aime avoir toujours des objectifs sportifs. J'aime encore la compétition et en fait j'aime savoir à quel point je peux progresser en fait, c'est ça. Le VTT, je commençais tout simplement à régresser, faut dire ce qui est. Il y a un moment où c'était passé de l'autre côté. Donc c'est là que c'est un peu compliqué, surtout quand on court à très haut niveau en Coupe du Monde, de continuer dans ce sens-là, parce qu'on n'a plus la flamme vraiment, parce que quand on a connu vraiment les podiums devant, c'est compliqué derrière de continuer. Mais pour tapis, la différence, c'est que je progresse. Je pars de zéro, je suis un cycliste, donc on va dire qu'on a comme on dit, la caisse, le moteur, le cœur, mais on n'a pas la foulée. Donc voilà, en fait, finalement, au fur et à mesure, on progresse là-dessus. C'est toujours pareil, c'est à force d'entraînement et à force de répétition. Ouais. Et après, voilà, un peu plus logique, ce que je trouve avec les qualités physiques que je pouvais avoir, la force du pédalage en VTT. Ce qui m'attire le plus maintenant, c'est les montées, les courses en montagne en fait, les montées sèches, les kilomètres verticales, c'est ce que tu fais. Kilomètres verticales où là, on va dire que j'ai un niveau qui est pas mauvais, et j'ai envie de trouver me dire allez, je progresse là-dedans. T'es pas frustré de voir tes pilotes tourner sur les circuits? T'as pas un peu de nostalgie, non? Ouais, franchement, non, du tout. Il y avait un peu de nostalgie les 2-3 premières courses donc la saison qui avait enchaîné en 2023, juste après que j'arrête, parce que finalement est passé l'hiver. La première course que je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière, c'est potentiellement les courses que les autres années je faisais en sortant de l'hiver, la première course de la saison. Donc tu te dis, ah ouais, mais finalement je suis plus sur la ligne de départ, je suis à côté. Ouais. Donc ça, c'est un peu perturbant au début. Mais franchement, au bout de 3 courses, quand je les voyais au bord du circuit, je les voyais tirer la langue, et même en Coupe du Monde avec les bagarres roue dans roue, le short track, où bon, ça vient frotter fort, pour un rien, on peut perdre 10-15 places. Je me remettais je me mettais une année ou 2 ans en arrière et je me disais non, c'est bon, ça c'est. J'ai bien fait d'arrêter. Donc maintenant, franchement, je prends le départ,
c'est presque pas de la peine pour eux, hein, c'est parce que voilà, mais j'ai vraiment fait le passage de l'autre côté, quoi. Ouais, ok. Complètement, ouais, complètement. L'heure de la question conne, meilleur souvenir de ta carrière? Ouais, les Jeux Olympiques quand même, ouais. Les Jeux Olympiques à Londres, ouais. J'en ai fait, j'ai fait que les Jeux Olympiques pour de Londres en l'expérience 2012. Ouais. Et ouais, c'est tellement en fait tellement, j'allais dire hors sol comparé à tout ce qu'on peut faire en VTT. Le VTT, ça reste quand même si c'est de la Coupe du Monde et ça peut paraître voilà plus haut niveau que des coupes nationales ou qu'une Coupe de France. C'est un cercle fermé, on se connaît tous. On se croise une fois toutes les 2 semaines, les mêmes staffs, les mêmes athlètes. Donc finalement, on se trouve dans un cadre très fermé et qui reste très, très sympathique, très sympa, mais on se connaît une famille, une grande famille. Ouais. Là, on passe dans un autre univers. Dans un autre univers, ouais. On a l'impression d'avoir atterri sur notre planète et on se dit, ah ouais, tous les sports, c'est vraiment, médiatiquement, on est encore évidemment sur notre niveau, mais c'est impressionnant, quoi. Ouais. Du coup, là, au JO, tu fais 12, je me rappelle bien, non? Je me rappelle plus trop, mais je crois. Ah, tu sais plus? Bah dis donc. Je crois 11e. Bah, j'avais pas mal de 12 dans les chiffres 12 août 2012, je me rappelle de ça. Ok. Bonjour. Oh Renato, qu'est-ce qu'il dit? Ça va bien? Ça va. On ne loupe jamais sur les sentiers ici. Moi, je suis rarement à vélo, ouais. Avec ma pioche. Vous connaissez manifestement. Et Renato, ça reste quand même une légende dans le dévolu et il connaît par cœur tous les sentiers. Bah donc du coup, tu es outillé là, visiblement. Ça bosse dur sur les sentiers. Ça bricole tous les printemps, ouais. On refait l'ensemble du réseau. Mais donc explique-moi pourquoi c'est toi qui fais ça alors. Je suis prestataire pour la CCBD. Ouais. Sur les sentiers pédestres et VTT. Ah, et pédestres aussi, d'accord. Pédestres et FFC, ouais. D'accord. Ah, donc tous les sentiers balisés FFC, même ceux qu'on a fait hier, alors du coup tout ce qui est dans le massif d'Évoluy. D'Évoluy, ouais. Voilà. Et la CCBD fait sur Buèche d'Évoluy, et moi je m'occupe du secteur d'Évoluy. Ouais, d'accord, ça fait combien de kilomètres? 250 km à peu près. Et tu fais tout à pied? Pied ou vélo, ça dépend. Ça dépend. Alors ça veut dire que tu es quasiment tous les jours sur les sentiers finalement? Tout le printemps, ouais. Du 15 mars au début juillet, quasiment. Ouais, pas en hiver évidemment, j'imagine qu'il n'y a pas grand chose à faire quand il y a de la neige. Bon, après, je suis dans le dévolu, j'ai un entretien annuel, on va dire. J'ai une surveillance annuelle, on va dire. Ouais. J'interviens s'il y a un problème. Tu entretiens ou tu traces de nouveaux sentiers régulièrement pour essayer de faire varier l'offre? Ah, moi, je varie, je trace, ouais. Ouais, tu traces aussi également. Ouais. Okay. Je suis plus un traceur qu'un VTTiste, finalement. Ah, d'accord. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 20 ans, 25 ans. Ok. Je sais pas, la première TRJV au Festre, c'était en quelle année, Steph? Vieux, ça, hein. Je sais pas du tout. J'ai plus les années en tête, mais ouais. Et c'est là que vous connaissez alors les premiers? Oui, je travaillais avec son père. Et donc du coup, on organise des événements avec le soutien de l'UCPG. L'événement? Divers événements. On a fait, il y a 20 ans, il y a 17 ans, on a créé le premier Éterlou. Ah bah l'Éterlou, ouais, super connu. Méga rando, est très réputé d'ailleurs. Rando d'or. Ouais. Et puis on a fait une Coupe de France, on a fait TRJV, TNJV. On a fait quand même pas mal de compètes. Ouais. Donc ok, en grande partie l'Éterlou, les tracés, c'est en grande partie à toi et au père de Steph qu'on les doit. C'est moi le papa de l'Éterlou. T'es le père de l'Éterlou, voilà. La classe. Voilà. L'Éterlou, c'est quoi? C'est juillet, hein, il me semble, c'est ça? Premier week-end de juillet. Ouais, c'est quand même super réputé comme... on est passé de 120 à la première édition à 1200 aujourd'hui à peu près. Ouais. Bah, j'ai cru comprendre hier quand on a roulé, on était avec Clément Monod du côté d'Évoluy, et j'ai cru comprendre qu'elle avait fait pas mal de tracés de l'Éterlou. Ouais, c'est ça. Belle épreuve. Ouais, puis du coup, il y a même eu une grosse nouveauté cette année. C'est la première fois que vous avez organisé un raid dans le cadre de l'Éterlou. C'est ça, première fois, un raid VTT chronométré, donc, en 1 ou 2 jours. Ouais. Et on a pactisé avec le raid de la Meige, en fait, pour faire une espèce de, de challenge, en fait. Et donc, quelques nouveautés en matière de parcours, tous les ans? Alors, toutes les années. Je me suis attaché à faire toutes les années des parcours nouveaux, de façon à ce que le VTT ne se reconnaisse pas, en fait. Je suis arrivé à mixer de façon à ce que les gens ne se lassent pas. Qui est toujours de la découverte. C'est ça. Ouais. Nous, on va continuer, Steph. Merci à vous. Ouais. Eh ben, ravi de t'avoir rencontré ici. Allez. À bientôt, alors. Bonne route. Salut, Renato. Donc, vous faites pas mal. À bientôt. À plus. Allez, bonne journée. Ciao. Said I'm taking big shots, just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, but I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots.
just stop where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. They been trying to get me cheap like a thrift shop, but I told them it's my time, check the wristwatch. They been talking way before they even doing something. If they wanna play, let's get a tip off. Ain't no silver lining, dawg, this some rose gold. Getting new money, I'm a old soul. Yeah, I get it bouncing like a pogo. And I'm too cold like Frozone. And my chick elastic, girl. Told them we ain't in the faking, this ain't plastic, girl. Bought a new whip and cash, now my tax is thorough. Way I'm shooting like step with my passes, bro. The way I'm playing the field, I'm in a league of my own. And now they all in their fields, I got them all on my phone. But dog, I'm hitting the climb, I got no time on the low. Way I'm shooting is messy, the way I'm hitting the goals. I'm taking big shots, just stop. Where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop, where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop, where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Just stop, where I'm driven, no pit stops. This hot, I ain't playing like a 6 spot. Pissed off, thought I told him this a chip shot. I ain't missing cause you know I'm taking big shots. Nous sommes maintenant dans le Buèche. Au cœur de la forêt des Sauvasses, nous rejoignons Pascal aux Maisons Forestières. Une offre touristique insolite et, si vous le souhaitez, le départ de belles aventures. Bon, Pascal, merci de nous recevoir au gîte des Sauvasses. C'est des maisons que vous mettez à la disposition de l'offre touristique en fait. Ici on a 3 bâtiments. Ouais. Donc on a ici la maison forestière. Ouais. Donc avec des chambres à 2 lits, avec cabinet de toilette. Voilà. Ensuite derrière nous, devant nous, pardon, on a le grand gîte. Ouais. Donc là c'est déjà un peu plus rudimentaire, ce sont des dortoirs avec des toilettes communes. Et ensuite le dernier bâtiment, c'est l'annexe, c'est encore beaucoup plus rudimentaire, avec un grand dortoir unique. Ces 3 maisons en fait rentrent dans un complexe, on va dire, de 10 maisons forestières. Alors l'idée au départ c'était de partir sur un séjour de randonnée, ouais. Séjour de 6 jours, 5 nuits. D'accord. Départ de Veynes, on va à Agnelles, on va à Recourt, on va à Rabiou, on va aux Sauvasses, on va à Chaudun. On passe de site en site du coup. Voilà, de site en site, et on arrive à Raboux. Pourquoi la gare de Veynes? Le point de départ de la gare de Veynes. Parce qu'en fait, en 1996, on était déjà précurseur sur l'émission de carbone, on va dire. Hein. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était que les gens rejoignent le point de départ en train. Et ensuite, les gens, pendant 6 jours, ils sont en immersion totale dans la nature. Il n'y a pas de réseau. Bien isolé. Ouais, et puis, ils vont fouler le goudron une fois au départ de Veynes, ouais. Pour traverser la route du Dévoluy. Et puis, ça va s'arrêter là. Ils seront que sur sentier, sur piste forestière. Dans la forêt. Voilà. L'organisation, en fait, on a un accompagnateur en montagne qui a été formé sur l'ensemble du parcours et l'ensemble de l'ONF. En fait, on est en forêt domaniale, donc ouais. L'accompagnateur doit avoir cette formation. Il accompagne donc les gens, il est là pour la sécurité, l'orientation, puis tout l'historique des sites et des parcours qu'on va emprunter. Et à côté de ça, on a un logisticien qui va prendre les bagages, qui va les emmener dans le gîte à venir. D'accord. Et qui va s'occuper de préparer les repas et ainsi de suite. Donc le randonneur qui vient sur Retrouvance, il prend son sac à dos et avec ses affaires pour la journée et c'est tout. D'accord. Voilà. Okay. Bon, pour autant, on peut très bien passer par vos services pour réserver uniquement ce site, ici aux Sauvasses, ou un autre, puis randonner juste à côté. C'est ça. Tu l'as fait, ça, toi, déjà? J'ai fait, ouais, il y a vraiment un paquet d'années. Hein. Ah, il y a un paquet d'années. Plus de 20 ans pour l'anniversaire et ouais. Okay. Je me rappelle encore. Ouais. Et tu t'en rappelles encore? Malgré la fête, tu t'en rappelles encore? Ok. Alors un point qui est très important, une seule maison est reliée au réseau EDF, toutes les autres sont autonomes en énergie.
C'est-à-dire fonctionne comment alors du coup? Ces maisons forestières, ces 3 là que nous avons ici, sont alimentées en 220 volts grâce à une turbine qui est à 500 mètres en aval. Une turbine dans l'eau du coup? Oui, une pico-centrale qui fournit de 220 volts. On a l'éclairage qui est en 24 volts avec des panneaux photovoltaïques. Pour revenir sur la fourniture de 220 volts, vous n'êtes pas sans savoir tous qu'à l'étiage, à l'été, il n'y a plus beaucoup d'eau. Donc, qui dit plus d'eau, plus de turbine, plus d'électricité. Forcément. Donc, la Comcom a réussi à avoir des subventions et toutes nos maisons, enfin tous nos sites sont équipés d'une installation photovoltaïque en relève de la pico-centrale. D'accord. Alors, on voit que certaines maisons ont vraiment du cachet. Ces maisons, c'était des villages avant, c'est ça? Voilà, on est sur des... En fait, la randonnée s'appelle sur les traces des villages disparus. Ouais, d'accord. Voilà, et c'était des villages. Ici, il y avait jusqu'à une centaine de personnes. Ah oui, donc il y a des maisons qui ont été détruites alors. Et derrière l'annexe, là, on a les... Enfin, ça se voit plus maintenant, mais quand on voit les images, il y avait une petite chapelle, il y avait un cimetière, il y avait tout ça. Après, ce qu'il faut noter aussi, c'est la végétation. Fin du 19e siècle, il n'y avait plus un arbre. Parce que c'est les habitants ici qui les avaient coupés? Tout avait été utilisé pour le chauffage, les constructions, la revente aussi, parce que... bien sûr. Et donc, c'était tout pelé. Ah ouais, d'accord. Et c'est assez exceptionnel. Et quand on voit aujourd'hui la végétation qu'on a... C'est une belle forêt. On est chanceux. Bon, en tout cas, le site est charmant. Oui. J'imagine que les autres aussi. C'est paisible, ça donne envie effectivement de venir faire un petit séjour ici. Alors, et ensuite, pour déconnecter. Donc là, on est sur le vélo, hein, bien sûr. Donc on a quand même des belles pistes autour on a vu ça. Autour du site. Alors celui-là est bien. Après, je disais tout à l'heure, il y a Agnelles. Agnelles où beaucoup de pistes et de sentiers, de centres, enfin de circuits ont été développés. Par la Comcom qui a délégué quelqu'un là-dessus et qui fait un super travail. Et ça va continuer. Pascal, je te remercie. Nous, on va retourner sur le vélo. On a encore quelques spots à découvrir. Merci pour ton accueil. Eh bien, avec plaisir. À bientôt, puis bonne continuation. J'espère te recevoir pour de bon. Ouais, je vais venir hors tournage ici pour passer un peu de temps. Ce sera avec plaisir. Stéphane, merci beaucoup. Et félicitations pour tout. Merci, à bientôt. Allez, merci à toi. On va vous retrouver. Salut. Ciao, ciao. Ah ouais! Belle vue sur Veynes alors du coup. Exactement, ouais. D'accord. Là-dessus, on est sur les Marnes, on domine la ville de Veynes. Ah, et puis on voit loin. Et j'espère que ça t'a plu et une prochaine. Ouais, c'était top. Ouais, c'est promis, j'en reviendrai. Ouais. On l'aura encore ensemble peut-être. Bon, merci. Très bonne continuation avec le team surtout. Merci. À plus. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Petite parenthèse historique pour terminer cette journée dans le Buëch. Cette fois, je rejoins Thierry à Montmort pour découvrir ce qui est sans doute l'un des hauts lieux du patrimoine des Hautes-Alpes.
Ah. Salut Thierry. Salut Thibaut. Comment vas-tu? Bah ça va et toi? Ouais, bah très bien, très bien. Bienvenue à Montbord. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Hein. Ce beau château. Donc, ce beau château. Il y en a à dire sur ce château. Oh, des siècles d'histoire à raconter. C'est un haut lieu du patrimoine Tout local à fait. alors. Ouais. Exactement, oui, oui. Ici, c'est un site où l'histoire commence au XIVe siècle. À l'époque, Montbord était l'une des 4 grandes baronnies du Dauphiné. Ouais, okay. Donc, le seigneur avait certaines prérogatives. Donc, et ce pouvoir se traduit par cette construction. Alors, la construction aujourd'hui n'est plus à la hauteur de ce qu'elle a pu être. À l'origine, le château avait 2 étages de plus. Ah, il faut l'imaginer quelque chose de plus grand encore. De plus grand, de plus massif, de plus impressionnant. Et ces étages ont disparu, mais il nous reste les principaux étages. Donc le premier et le deuxième niveau que l'on visitera. Et on a à l'intérieur des décors assez remarquables. À l'extérieur, le château a une apparence assez austère, donc ce qui fait à la fois toute sa force et sa beauté. Mais à l'intérieur, vous allez voir, vous allez être surpris, hein, vraiment. Par contre, tu m'intrigues. Tu me dis qu'il y a 2 étages qui ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont disparu? Un incendie. Ah, c'est un incendie au XVIIe, donc qui va faire disparaître ces étages. Et quand on visite le château, lorsque l'on progresse à travers le grand escalier principal qui traverse donc tout le bâtiment, et bien cet escalier aujourd'hui se perd dans la charpente. Du coup, différentes familles, différents seigneurs. Est-ce qu'il avait une fonction militaire aussi, ce château? Non, non, c'est avant tout une résidence seigneuriale, donc qui s'inscrit dans un, dans un cadre naturel assez remarquable. D'ailleurs, on le voit, hein, on a un décor cerné de montagnes avec une grande plaine. Et à l'origine, ces terrains appartenaient aux seigneurs. C'est un ensemble. Hein. Ah, ils avaient vu sur leur terre. Exactement, voilà. Il était de plein pied avec ces champs donc, qui appartenaient aux seigneurs. Il y a le château, il y a à côté la partie fermière également. Donc c'est un ensemble. Et ce château, bien, aujourd'hui, il est un témoin vraiment intéressant de l'architecture et de l'histoire des Hautes-Alpes. Et depuis 2006, le château est propriété du département des Hautes-Alpes. Ah, entendu. Voilà, donc c'est un bien départemental et le département a aujourd'hui la charge donc, de son entretien, de sa mise en valeur et qui est réalisé notamment chaque année à travers des propositions, des manifestations culturelles durant la saison estivale. Du coup, on parle de concerts, d'expositions? Exactement. Ouais. Des concerts, des expositions, des visites guidées, des activités pour les familles, pour les enfants. Donc, une multitude de propositions culturelles donc, sur la période de juillet-août jusqu'aux Journées du patrimoine, où en général un grand concert est offert donc, dans la salle des festins, donc, où on a une très belle sonorité. Donc, c'est un lieu qui résonne tout l'été de manifestations culturelles, tout simplement, et qui revit chaque année à cette occasion. Donc, le public peut venir le visiter alors. Exactement, tout à fait. Donc là, on va rentrer par la salle des blasons. La salle des blasons. Exactement, là voilà. Donc on devine pourquoi, parce que sur les murs sont rassemblés les blasons des familles qui ont fait l'histoire du château, des origines au XIVe siècle avec la famille Exarto, et ensuite toutes les autres familles qui vont se succéder jusqu'à la Révolution. Donc, parce qu'après la Révolution, le château va être vendu comme bien national. Donc, et là, ce sont cette période-là qui est retracée ici, dans cette pièce qui a gardé un aspect médiéval avec une cheminée en pierre de taille, donc avec un caractère gothique. Et c'est l'une des cheminées les plus anciennes du château parce qu'elle n'a pas été transformée, elle n'a pas été refaite comme les autres dans les différentes salles. Et elle a gardé donc ce caractère authentique et médiéval. On est dans des pièces d'apparat par leur taille, par leur décoration. On a des beaux plafonds, on le voit ici avec les plafonds à la française, hein. Donc ces immenses poutres séparées par des éléments plus petits qu'on appelle des solives. Et ces poutres, quand même, ce sont des plafonds de qualité et que l'on retrouve dans des pièces nobles. Hein. Donc ce sont des pièces qui, par leur taille, leur décor, sont faites pour accueillir, pour montrer bien qu'on a du pouvoir, on a de l'argent, on est en capacité de se faire plaisir et de le montrer. Et ce pouvoir, eh bien, il est montré à travers ces décors. Et on le voit ici à travers cette salle des blasons, mais on va le voir également à travers la salle suivante, la salle des festins. Oh, elle est immense. Et une très belle pièce. Ah, c'est impressionnant. Une pièce qui fait près de 150 mètres carrés au sol. Donc, ce qui est quand même remarquable. Donc, près de 5 mètres sous plafond. On retrouve donc le plafond à la française, un plafond qui à l'origine était entièrement peint. Si on regarde, on devine encore la trace des décors,
mais au-dessus il y a un plancher et il a été un petit peu lessivé à grandes eaux et les décors ont été dégradés par l'humidité. Il fallait imaginer la même salle beaucoup plus colorée alors. Exactement. Et les décors sont caractérisés par une frise sous le plafond, donc une frise d'époque Renaissance. Et cette frise qui est dite moraliste est ponctuée avec des personnages et des maximes, des dictons. L'escalier avait été restauré par les anciens propriétaires et quand on regarde, tu vois, on a des traces de décors plus anciens, des bandes rouges et noires qui ponctuaient les arêtes des voûtes. Donc, mais bon, c'est vrai que le temps fait que un château, c'est comme une demeure, ça a besoin d'être entretenu régulièrement pour pouvoir traverser le temps. Quand on rentre dans le détail, on a les moyens de savoir de quand date cette porte particulièrement? Alors cette porte, c'est des éléments de l'époque Renaissance. D'accord. Voilà, alors le dos ici est assez simple, hein, on voit juste des planches de bois, mais lorsqu'on est au verso, de l'autre côté, on a un décor sculpté, et ce décor sculpté évolue, il y a différentes portes dans le château, et ces décors sont différents au fur et à mesure que l'on pénètre dans le château. Il y a comme une évolution, comme une initiation. Qu'est-ce qu'ils indiquent? Là, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Ah, okay. On peut encore découvrir des choses d'ailleurs? Sans doute. Question très sérieuse, ouais. Sans doute, oui, tout à fait, sans doute. En revanche, ce serait du pur fantasme d'imaginer qu'on peut encore découvrir une pièce quelque part ou un recoin qui n'a pas été exploré, où on pourrait découvrir des choses. Peut-être. Ah, peut-être quand même? Peut-être. Ah ouais, d'accord. Oui, tout à fait, oui, non, c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Comme je vous disais, le château était plus grand, des parties ont été détruites, remblayées, et on peut penser qu'à certains endroits, des pièces, enterrées subsistent encore. D'accord. Voilà. Et là, par cette porte, on rentre dans la salle d'Agou. Et la particularité de cette pièce, c'est de posséder un passage secret. Un passage secret? Ouais. Donc, il est où? Laisse-moi le trouver. Non, je pourrais pas. Donc, je te mets au défi, mais... derrière la cheminée, non? Non, même. Non. Ça se fait ça dans les films? Ça se fait dans les films, mais pas ici. Un passage secret. Donc, et il est tellement secret qu'il n'est pas évident au premier coup d'œil. Un passage qui renferme un espace qui a dû servir sans doute à cacher beaucoup de choses, peut-être des hommes, qui permet de ressortir ailleurs dans le château. Et ce passage, je vais lever le doute. Dis-moi, on y va. On y va, viens. Est-ce que tu vois quelque chose ici? Ah, la trappe au sol? La trappe au sol, voilà. On a ici une trappe qui se fond dans le sol et qui ouvre sur un espace. Ah oui. Et on est ici au-dessus de la salle des blasons dont je te parlais au début. Et en fait, entre le plafond de cette salle, plafond d'époque Renaissance, hein, un aménagement ancien, entre ce plafond et cette pièce, il a aussi un parquet ancien, et d'ailleurs sans doute l'un des parquets les plus anciens du château, eh bien il y a un espace avec un couloir de circulation qui permet de ressortir ailleurs dans le château. Et là, en revanche, qu'est-ce qu'on peut imaginer alors? Il cachait quoi? Là, des trésors? Des armes? Je sais pas. On peut imaginer beaucoup de choses. Ah ouais. Je peux pas inventer l'histoire, mais on peut penser que voilà, beaucoup de choses ont pu. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas une pièce à vivre. Donc non, pas tout à fait, pas tout à fait. Mais on peut penser, par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, que cet espace a pu servir justement à cacher des hommes ou des armes. Donc, voilà. D'autant qu'au château, durant cette période, il y avait un centre d'accueil des prisonniers pour les prisonniers de guerre qui avait été libéré. Et ce centre d'accueil avait été créé par un homme, Antoine Mauduit. Et ce centre d'accueil cachait un réseau de résistance, en fait. Et au château se fabriquaient des faux papiers qui étaient dissimulés pour être envoyés en Allemagne dans les camps de prisonniers avec des cartes pour que ces derniers puissent s'enfuir et puissent éventuellement rejoindre la France. Et ces documents étaient cachés, par exemple, dans les semelles de pantoufles qui étaient fabriquées ou dans le manche de brosses à cheveux. Donc, et tout ça se passait ici. Il y a une vie résistante qui a eu lieu ici pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le château, comme d'autres lieux dans les Hautes-Alpes, a participé à sa manière, avec ses hommes, à la résistance aux Alpines. D'accord, entendu.
Donc, histoire riche alors, en effet. En effet, et donc c'est une histoire, voilà, comme je te disais, qui commence au XIVe siècle, mais voilà, qui s'écrit encore jusqu'au XXe siècle. Ah bah, je comprends ça. Merci Thierry pour ce voyage dans le temps. Je t'en prie. Non, un vrai plaisir de vous accueillir. Donc n'hésitez pas à revenir découvrir le château. C'est pas en 5 minutes qu'on peut résumer plus de 6 siècles d'histoire, donc vraiment c'est un lieu qui mérite d'être connu, d'être découvert. Vous l'avez vu, ce château cache, j'allais dire son jeu, bien sûr, à travers ses façades qui sont assez presque austères. On a ici à l'intérieur un décor et une histoire beaucoup plus riche, donc vraiment c'est un lieu qui mérite d'être découvert. Merci encore pour toutes les anecdotes. Je t'en prie, bonne soirée. À bientôt, au plaisir. Bonne route, au revoir. Allez, fin d'une belle et grosse journée. On a bien mérité le confort et l'accueil, alors cette soirée, nous allons la passer dans le superbe gîte du Petit Bégout, à Saint-Aubin-d'Auze. Je pars seul ce matin pour me mettre en jambes. Damien, mon guide du jour, m'a donné rendez-vous tout là-haut à l'abbaye de Clauzonne, un site magnifique, et c'est là que nous débuterons cette seconde journée à VTT dans le Buèche. Salut Thibaut. Salut Damien. Comment ça va? Ça va. Ouais. Bienvenue du coup au cœur des Sonces du Buèche. Merci. Moi j'ai trouvé sans problème là, l'abbaye. Super. Bon, tu m'as réservé une grosse journée VTT, hein, c'est ça? Ouais, une belle journée donc dans un site qui n'est pas trop connu pour l'instant, mais voilà, dans le parc des Baronnies provençales. Ouais. Et au cœur du Val d'Oz. Alors pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici à l'abbaye? Est-ce que tu peux me parler un peu de l'histoire du site? Alors l'histoire du site, au XIIe siècle, en France, c'est le pic de croissance de population. Et il y a un défrichage et un investissement par les populations de l'ensemble du territoire. Ouais. Ici, on est dans un endroit très reculé. Et il y a un essaimage des abbayes, donc, notamment les abbayes de Chartreuse. Et l'ordre, là on est sur l'ordre de Chalais. Donc Chalais qui essaime un peu de partout en France. Et la vocation de cet ordre, c'est revenir aux sources, c'est un retour aux sources, c'est vivre plus simplement, c'est être dans de la méditation, mais aussi c'est une économie basée sur le pastoralisme et l'exploitation du bois. Okay. Donc là, il y a une installation de population ici et de moines qui s'installent donc au XIIe siècle. XIIe siècle alors. Ici sur l'abbaye de Clauzonne. Elle a été abandonnée à quelle époque? Alors elle a subi un sacré coup pendant les guerres de religion au XVIe siècle. Puis ensuite, pendant les invasions des Savoyards, donc le duc de Savoie qui a envahi la Provence et ici les Hautes-Alpes. Et là, ça a porté un coup fatal avec destruction du bâtiment. Mais elle est en restauration alors, parce que je vois des traces assez récentes de travail sur les murs. Alors depuis les années 90, on a une association qui travaille sur cette abbaye et qui ne peut pas la reconstruire, mais plutôt étudier au niveau archéologique ce qui s'est passé ici, avec des fouilles qui sont très encadrées, et préserver l'existant. Donc on peut voir qu'il y a une sorte de vitrification du bâtiment avec une protection pour pas qu'il s'abîme plus. Je vois ça. Et on a carrément une voûte qui a été construite ici pour protéger le cœur de l'abbaye. Alors tu m'as donné rendez-vous ce matin ici à l'abbaye, donc j'ai suivi les panneaux. C'est un parcours VTT qui passe là? Oui, alors en fait, c'est un espace qui n'était pas connu pour le VTT. On a restauré, alors c'est aussi un lieu ici qui était une convergence d'itinéraires au Moyen-Âge, avec plein de chemins qui existaient, qui a été abandonné, mais il existe encore des sentiers qu'on rénove et qu'on restaure depuis 6 ans. Et on a balisé effectivement plusieurs boucles VTT qui sont des petites pépites, qui étaient peu connues auparavant et qui ont été balisées l'année dernière. Voilà, tu m'emmènes où à vélo alors? On part sur quoi? Et bien là, on va faire une boucle qui est de difficulté moyenne, qui est vraiment super parce qu'elle fait donc 600 mètres de dénivelé, 14 km. En gros, on monte sur piste et on descend par un très très beau sentier, un petit single track magnifique. Et justement, pour faire le lien avec le patrimoine, c'est ce que j'aime ici, c'est que c'est à la fois nature, patrimoine et VTT. C'est que c'est l'ancien chemin qui permettait de venir à Clauzonne au Moyen-Âge. D'accord. Qu'on a restauré depuis quelques années. Ok. Ah bah allons-y. One of the things that you think about when it's
Tiens Thibaut, je vais te montrer un super petit spot, mais on va poser les vélos et on va y aller à pied. Ah, faut pas rouler là-bas. Ah, regarde, une belle plume de rapace. C'est quoi comme rapace? Je pense que c'est du circaïde Jean Leblanc. Ça a vraiment la... Ouais. En tout cas, ça en a vraiment la couleur. Ouais. Et le circaïde Jean Leblanc, c'est un oiseau qui niche dans les arbres et qui est assez spécial parce qu'il se nourrit que de reptiles, dont des vipères. Et il est immunisé contre le poison de la vipère. Ça veut dire qu'il y a plein de vipères ici alors? Ça veut dire qu'ici il y a des serpents et ça veut surtout dire que comme il se nourrit de reptiles, l'hiver il n'y a pas de reptiles ici, donc il est migrateur et il passe l'hiver en Afrique. Ok. Donc on est venu ici, c'est un spot un peu secret, qu'on garde secret, on le mentionne pas sur les cartes, il n'y a pas d'indication. Parce qu'en fait ici, certaines années, il y a la nidification de l'aigle royal. Ah, il y a un aigle royal dans cette falaise. Wow. Et là, on s'est renseigné, donc cette année, on est pendant la période qui devrait être la période de reproduction, enfin de naissance des oisillons. Et cette année, il ne s'est pas reproduit ici. Voilà, on s'en est assuré, c'est pour ça qu'on peut venir. Sinon, on aurait évité pour ne pas le déranger. Parce que là, donc, en dessous de nous, dans ces falaises, il y a un nid alors? Voilà, dans ces falaises, dans cette falaise, il y a plusieurs aires d'aigle royal, dont une qui est juste en dessous là. Ah ouais? Qui n'est pas occupée cette année. D'accord. Comment vous savez qu'elle n'est pas occupée l'aire alors? On le sait parce que là, je me suis renseigné auprès d'un réseau qui suit les aires d'aigles royaux sur tout le département des Hautes-Alpes. Okay. Et qui m'ont assuré que cette année, d'après le suivi, elle n'est pas occupée. À cette époque-là, il devrait déjà y avoir les oisillons, et là, elle n'est pas occupée, ils ne sont pas là. Est-ce qu'on sait combien il y a d'individus dans les environs? Alors, je ne sais pas combien il y a d'individus, mais ce qui est sûr, c'est que sur le département des Hautes-Alpes, on est revenu au maximum de la densité d'aigles royaux. D'accord. Et voilà, donc il y en a, je dirais, une quarantaine de couples sur le département. Ok. Moi, j'imagine que c'est très rarement des aigles, mais depuis qu'on est ici, même déjà dans le Dévoluy, mais maintenant dans le Buèche, on voit énormément d'oiseaux au-dessus de nous. Alors on a vu des vautours. Ouais. Alors c'est un territoire très favorable aux rapaces, parce qu'on a des conditions aérologiques qui sont favorables aux parapentes et du coup aux rapaces. Et c'est vrai qu'on a vu hier, on a eu une chance extraordinaire, on a vu un gypaète barbu qui n'est pas encore installé, qui niche pas sur le territoire, mais qui est en cours de recolonisation. Et hier, on a vu un individu juvénile quand on était à la Cluse avec Stéphane Tempier. Alors, on parle des oiseaux, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, il y a même beaucoup de loups dans les environs. Oui, alors c'est un sujet qui peut être un peu polémique. Donc c'est un sujet où on travaille beaucoup sur la cohabitation, notamment avec les chiens de protection qui servent à protéger les troupeaux des loups. Donc il y a beaucoup de chiens de protection sur le secteur parce qu'il y a beaucoup de loups. Effectivement, on est une des zones, comme on l'a dit et comme vous l'avez vu avec les maisons forestières, c'est des zones qui ont été abandonnées à la révolution industrielle, qui sont devenues très sauvages avec une grosse densité d'ongulés disponibles. C'est de la nourriture disponible pour les loups. Donc quand les loups sont revenus d'Italie dans les années 90, c'est vrai que c'est un des endroits où ils se sont installés ici parce qu'ils ont de la place et de quoi manger. Il y en a partout autour de nous, alors en toute logique. Il y en a pas mal. Au moins quelques-uns. Il y en a dans le secteur. Il y a peu de chances qu'on en croise un à vélo. Non, il y a très peu de chances. Bon, on a aussi une très belle vue ici. Qu'est-ce qu'on voit comme sommet? Il y en a pas mal là. Alors là, on a vraiment une très belle vue sur le territoire. On voit le Dévoluy où tu as roulé avec Clément et Stéphane. Ouais, je reconnais bien le pic de Bure, hein, c'est ça? C'est ça, pic de Bure à 2700 mètres où il y a encore de la neige et on voit les plus grands éboulis d'Europe. Donc c'est vraiment très caractéristique comme relief. D'accord. Et ce qui est sympa, c'est qu'on voit où on va rouler tout à l'heure. Donc la crête de la Longagne qu'on va rouler. Celle qui est en face là? Qui est en face, avec le petit village d'Aspres-sur-Buèche. Ouais, d'accord. En dessous. Okay. Ça, on y va tout à l'heure? On y va tout à l'heure. Ok, très bien. Allez, d'ailleurs, on prend le vélo et on va faire les super singles pour redescendre au sexe. Go!
Bon, on va aller dans un petit bistrot qui est super bien placé. Et oui, il est temps là de se restaurer. On est au pied de tous les sentiers VTT et on peut se restaurer. Ah, c'est un peu le camp de base alors ici. C'est ça. D'accord. Hop là. Bonjour. Parfait. Bon, c'était top Damien, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu, les sentiers autour du sexe. C'est génial, ouais, bien sûr. Je te présente Karen qui tient le bistrot du sexe. Bonjour Karel. Bienvenue. Ah bah merci bien. Oh, c'est beau tout ça. On s'en fait du bien, on a bien roulé là quand même. Hein. Ouais. Du coup, on a fait combien de kilomètres ce matin? On a fait une trentaine de kilomètres et 600 mètres de dénivelé. Ouais. Mais par contre avec des grosses portions en single track. Ah bah c'était top. Ouais, c'est vraiment sympa. Puis c'est très changeant en fait. Hein. Ouais. Quand tu descends un peu en altitude, bah, tu te rends compte que tu varies les... C'est vrai que sur le haut de la descente, du parcours, on était plutôt sur un paysage d'alpage assez alpin. Ouais. Et puis la descente, tu as pu le voir, c'est vraiment la Provence. Ouais, c'est très joli. Il y a combien de parcours dans les environs? Parce que j'imagine qu'on a fait peanuts par rapport à l'offre que vous proposez. Oui, alors c'est vrai qu'on est un gros territoire. Tu as roulé avec Clément dans le Dévoluy et juste le Dévoluy, on va dire que c'est un quart du territoire. Ouais. Et donc en tout, on a 1300 km de linéaires d'itinéraires qui sont balisés. D'accord. On a tout rebalisé, on a tout refondu le site VTT FFC. Donc depuis, ça fait 6 ans que je travaille dessus. Ouais. Et donc on a une soixantaine de parcours de tout niveau. Okay. Ce qui est super, c'est que c'est très complémentaire. On monte à 1800 mètres en altitude dans le Dévoluy et on peut rouler au frais l'été. Ouais. Et ici, on est en Provence et on roule quasiment toute l'année. Le bas du site VTT est à 400 mètres d'altitude. On a aussi bien du petit sentier technique que de la piste facile. Voilà, et des spots assez majeurs comme on n'a pas eu le temps d'aller à Séuse, mais c'est vraiment un spot de fou. D'ailleurs, Stéphane adore cet endroit. Hier, exactement. Voilà, mais après on a aussi la Longeagne qu'on va faire tout à l'heure. Ça, on va le découvrir cet après-midi, je crois. Voilà, tout à l'heure. Ouais, d'accord. Et puis des petites pépites comme ici qui n'étaient pas très connues jusqu'à ce qu'on travaille dessus et qui sont vraiment très sympas. Parle-moi de la nature des parcours, il y a des circuits pour tout le monde. Oui. Oui, il y a vraiment tout niveau, c'est-à-dire qu'on est tous les circuits sont déclinables en électrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de portage, donc on peut faire soit en VTT classique, soit en musculaire, ouais, soit en électrique. Tous les itinéraires sont balisés d'ailleurs avec une déclinaison électrique. Des fois, la cotation électrique est un peu moindre. J'ai bien vu d'ailleurs la différence de logo. En fait, ouais, c'est très clairement voilà, identifié. Ouais. Et après, on a une offre quand même qui est d'un assez bon niveau. Globalement, on n'est pas que sur de la piste. On a quand même beaucoup de single track qui s'adressent à des vrais VTTistes. Mais on a aussi une offre qui est possible pour des familles. Plus familiale, on a un quart des itinéraires qui sont faciles. Par exemple, au sexe ici, on a un peu le même parcours que ce qu'on a fait que sur piste. Ouais. Alors c'est marrant, je vois le nom du resto derrière toi, c'est le 69. On est au sexe et on est au resto le 69. C'est ça. Ok, d'accord. Non, mais c'est drôle. Juste aussi un élément sur notre territoire qui est intéressant, c'est vrai qu'on est... on n'est pas forcément très connu et pourtant on est à proximité immédiate on est à 1 heure de Grenoble et à 2 heures de Valence ou Marseille. Ouais. Et c'est vrai que du coup c'est intéressant. Et on peut aussi venir sur notre territoire en train. On a deux gares SNCF, donc une à Veynes et une à Spreux-sur-Buëch. Et on a une quinzaine d'itinéraires qui sont directement accessibles depuis les gares. Allez, mange un peu, hein, parce qu'il va falloir qu'on aille rouler après. Il faut qu'on y retourne. On n'a pas fini. Allez. La Longeagne, une crête presque sortie de nulle part, en plein cœur du Buëch. Nous sommes à l'ouest de Veynes, un balcon sensationnel avec une vue à 360 degrés sur l'ensemble du territoire. Damien me l'avait promise pour conclure cette échappée, et nous arrivons en fin d'après-midi, accueillis déjà par une lumière magnifique. On va prendre notre temps au sommet, avant de faire le grand toboggan.
Trop bien cette descente. C'était super Damien, merci beaucoup, c'est top. Waouh. Et ça c'est une belle fin. Ouais. Bon Damien, un grand merci pour la découverte, c'était super, on a passé une super journée. J'espère te revoir bientôt. Yes, moi je continue ma route. Merci à toi. Je te dis à la prochaine. Ça marche. Ciao. À plus. Ciao, à ciao. Plus. C'est depuis le Buëch avec une vue magnifique sur le Dévoluy qui est juste derrière moi qu'on va se dire au revoir. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette nouvelle échappée vélo vert. J'espère surtout vous avoir donné l'envie à votre tour de venir découvrir ces magnifiques circuits des territoires. Un grand merci au département des Hautes-Alpes pour l'accueil. Merci à la communauté de communes Buëch Dévoluy. Merci à l'OT du Dévoluy, à l'OT des sources du Buëch. Un grand merci à mes 3 guides de luxe, Clément, Stéphane et Damien. Merci aussi à Jordan Collin pour la production, à Nicolas Joly pour les photos. Et vous connaissez le concept, hein, évidemment. La vidéo se termine, mais l'échappée n'est pas tout à fait. Je vous invite à retrouver le magazine Vélo Vert actuellement en kiosque. On reviendra sur tout ce qu'on a fait ensemble avec des tonnes de photos et plein d'anecdotes. Sachez que je m'apprête à partir un peu plus loin dans les Alpes, d'ores et déjà pour tourner une nouvelle échappée Vélo Vert. Ce qui m'amène à vous dire merci et surtout à très vite. Ciao, ciao!